Voilà une image connue, celle d'un guépard arpentant la savane. On a tout dit de son élégance, de sa vitesse, de sa technique de prédation. Mais sait-on d'où il vient et où il va? Où il va quand il sort des limites de l'image? Où il va vraiment? Quel est son cadre de vie quotidien? Son champ d'action? Reste-t-il toute sa vie entre le ravin et les arbres à fièvre? Ou va-t-il jusqu'à la rivière qu'on devine au loin? Peut-on imaginer qu'il la dépasse? Que son pas l'emmène demain ou un autre jour, par-delà les collines qui moutonnent à l'horizon? Dans ce paysage de savane, notre regard porte à 5, 10, 20 kilomètres. Et nous n'avons que l'idée un peu abstraite d'une immensité intacte. Mais pour ce guépard, pour tous les guépards et tous les animaux, cet espace est un terrain d'évolution bien concret. Il a ses limites, ses frontières, sa dimension quotidienne, sa dimension inaccessible. Pour nous, il se mesure en mètres, en hectares, en centaines de kilomètres carrés. Mais pour les animaux, c'est en nourriture disponible, en mâle concurrent, en femelle accessible. Ce guépard est un jeune mâle. Il a une vingtaine de mois. L'âge auquel, dans son espèce, on doit quitter les lieux de son enfance pour se mettre à la recherche d'un territoire. La terre où il est né est déjà à 30 km derrière lui. Et il avance encore. Certains guépards s'éloignent de plus de 200 km de leur lieu de naissance avant de trouver un territoire où ils parviennent enfin à s'imposer. La quête peut être longue et peut rester infructueuse. Sur son chemin, le félin traverse une multitude de parcelles, de toutes formes, de toutes tailles, qui sont le domaine d'autres animaux. Il se trouve à cet endroit sur le domaine d'une famille de lions, mais c'est aussi le territoire d'un léopard et de quelques antilopes. Sans compter que cet écureuil et la colonie de mangoustes peuvent prétendre aussi qu'ils sont ici, chez eux. La savane est une propriété partagée. Les animaux s'y côtoient, mais chaque espèce a un univers qui lui est propre. On retrouve sur le même espace des animaux à sang froid et à sang chaud. Des grands et des petits mammifères, des insectes, des batraciens, des oiseaux. L'occupation du terrain s'avère extrêmement complexe. Le domaine des uns empiète souvent sur celui des autres. Et les choses se compliquent encore, car il faut également considérer cet espace dans sa dimension verticale. La savane est aussi colonisée en hauteur, jusqu'à la cime de ses arbres. On distingue différents niveaux, jusqu'à une hauteur de 20 ou 30 mètres.
À chacun de ces étages correspond souvent un lieu de vie que s'est approprié un individu ou une espèce. Les colobes, par exemple, qui ne mangent que des feuilles et n'ont pas besoin de descendre au sol, se sont installés dans les frondaisons. Ils trouvent à ces hauteurs abondance de nourriture et sécurité. On rencontre aux étages inférieurs des singes qui vivent entre le sol et l'arbre. Le cercopithèque ou le vervet descendent souvent au sol pour se nourrir. Ils doivent aussi pouvoir remonter dans les arbres à la moindre alerte. Alors, ils colonisent plutôt les branches basses. C'est le statut de proie ou de prédateur, le régime alimentaire, le métabolisme, la morphologie, qui décident finalement de la place que chacun s'octroie dans cet espace multidimensionnel. La femelle du petit calao installe son nid dans le creux d'un arbre à 3 ou 4 mètres du sol. En choisissant de résider à faible hauteur, elle limite considérablement la distance cumulée effectuée par son mâle lors de ses va-et-vient pour la nourrir. Le marabout, qui lui aussi se nourrit au sol, n'a pu retenir cette option pratique. Comme beaucoup d'oiseaux de grande envergure, il installe son nid en haut des arbres. De cette façon, il n'est pas gêné par les branches pour décoller ou atterrir. Et ces jeunes, qui ne volent pas avant d'avoir 100 jours, sont ainsi en attendant bien à l'abri des prédateurs. Les animaux n'utilisent jamais au hasard l'immensité disponible. Au fil de l'évolution, les espèces ont trouvé leur place au sein des écosystèmes, ou ont disparu. Résultat, le moindre espace favorable est occupé. Et la répartition s'opère de façon plutôt harmonieuse. Le martin pêcheur se cantonne pour des raisons évidentes le long des rives. Dans sa recherche d'un emplacement idéal, chaque animal s'est laissé guider d'abord par les opportunités alimentaires. Pour ce varan d'une île, la présence d'une colonie de pélicans justifie à elle seule d'occuper un terrier à proximité. Quand les espèces se sont réparties l'espace, elles ont pris en compte le partage de la ressource. On constate qu'il est systématiquement optimisé. La girafe, le grand koudou et le rhinocéros noir peuvent se nourrir sur le même bosquet. Voilà 3 amateurs de feuilles d'acacia, mais qui n'ont pas accès aux mêmes strates de végétation. Chacun se sert à son étage. Ils partagent volontiers l'espace horizontal parce qu'ils ne sont pas en concurrence dans la dimension verticale. Dans la savane, toute la question de l'espace est dans ces deux notions, le partage et sa dimension conflictuelle, la concurrence. À la différence de son cousin noir qui mange des feuilles, le rhinocéros blanc est herbivore. Et les herbivores sont dans une autre problématique.
Sur un espace donné, chaque brin d'herbe est accessible de la même façon à tous ceux qui le convoitent. Pourtant, là aussi, la cohabitation est possible. Parce que chaque espèce a ses besoins, ses préférences et opère des prélèvements différents. Le zèbre et le buffle sont peu sélectifs. Ils mangent les herbes longues et coriaces. En coupant les herbes hautes, ils déclenchent une nouvelle pousse de végétation. Cette herbe-là convient bien aux gnous et aux bubales. Quand les buffles et les gnous sont passés, la savane a des allures de pelouse. Et sur cette herbe rase, les phacochères et les gazelles de Thomson trouvent à leur tour leur bonheur. Les buffles sont déjà plus loin. En fait, à peine plus loin. Ils progressent généralement assez peu sur une journée. Comme la plupart des herbivores, ils n'ont pour l'essentiel que deux vraies raisons de se déplacer: manger et aller boire. Comme l'organisme du buffle n'est pas doté de systèmes performants pour retenir l'humidité, il fait partie des animaux qui doivent s'abreuver quotidiennement. À la saison sèche, les buffles peuvent parcourir plus de 20 km en une journée, uniquement pour chercher l'eau. Mais à la saison humide, comme les points d'eau sont nombreux, cette obligation n'a pas de vraies conséquences sur la distance effectuée quotidiennement par le troupeau. L'arrêt au point d'eau n'est alors qu'une étape en cours de trajet. Les buffles, qui avancent sans à-coups d'une touffe d'herbe à l'autre, progressent de 2, 3, 5 km par 24 heures, rarement plus. Comme la végétation est répartie de façon plutôt régulière dans chaque écosystème, les herbivores parcourent quasiment les mêmes distances d'un jour sur l'autre. Cette troupe de babouins qui commence sa journée va parcourir de 4 à 10 km avant de retourner dormir. Ces singes passent presque un quart de leur temps à marcher. C'est le moyen pour ces omnivores de saisir les opportunités alimentaires. Les animaux effectuent tous leurs déplacements au sein d'un espace donné, dans lequel ils passent toute leur vie. C'est leur domaine vital. Pour les babouins, cela correspond à une surface de 400 à 4000 hectares selon les cas. Autrement dit, certains passeront leur vie au sein d'un cercle d'environ 2 km de diamètre. Et pour d'autres, le diamètre de ce cercle virtuel sera de 7 km. L'étendue du domaine vital des espèces varie dans des proportions importantes en fonction des ressources du milieu. Dans un environnement où ils trouvent toute l'année assez de nourriture, les gnous peuvent passer leur vie sur quelques hectares. Mais ailleurs, la nature de l'écosystème peut les contraindre à la migration.
Ces animaux parcourent plusieurs centaines de kilomètres pour chercher l'herbe verte. Au bout de leur voyage, ils ont porté les dimensions de leur domaine vital à plusieurs milliers de kilomètres carrés. Chez les herbivores, plus le groupe est important et plus il a tendance à étendre son domaine. Un troupeau de buffles d'une centaine d'individus vit sur une dizaine de kilomètres carrés. Mais si le troupeau est 10 fois plus grand, il aura souvent besoin de 20 fois plus d'espace. À l'inverse, ces quelques vieux mâles se cantonnent depuis plusieurs années à une petite surface de moins de 5 kilomètres carrés. On constate ici un peu le même phénomène que chez les humains. En prenant de l'âge, les animaux ont tendance à se sédentariser. Et ce sont les individus jeunes, en pleine force de l'âge, qui s'aventurent très loin de leur base. Cette girafe mâle, qui vient juste d'atteindre sa maturité, collecte tranquillement sa nourriture à plus de 50 km de son point de naissance. On estime son domaine vital à plus de 500 km². Autrement dit, elle va passer son existence au sein d'un cercle de plus de 25 km de diamètre. En gardant la convention du cercle et la mesure de son diamètre, pour définir leurs domaines respectifs moyens, on peut comparer l'espace utilisé par quelques espèces. Il y a a priori un lien direct entre la motricité des animaux et l'étendue de leur domaine. Pourtant, les mangues rayées, qui sont vives et rapides, se cantonnent sensiblement au même espace que la tortue léopard. Ces petits carnivores peuvent parcourir jusqu'à 10 km par jour. Mais c'est pour l'essentiel au sein d'une zone de 500 à 600 mètres de diamètre à peine. Ils circulent en permanence d'un poste d'observation, d'un trou, à une termitière qui leur sert de tanière. Tous ces points stratégiques sont reliés entre eux par un réseau de chemins d'accès, systématiquement privilégiés lors des déplacements. C'est un univers aux dimensions réduites, mais les mangoustes le connaissent par le détail. C'est tout l'intérêt de limiter l'étendue de son domaine vital. On vit dans un monde connu et on optimise ses opportunités et ses ressources. Pour ces raisons, et comme les conditions sont favorables, ce rhinocéros noir se contente de 5 ou 6 km². Et il ne cherche pas à étendre ce domaine qu'il arpente au quotidien, en empruntant toujours les mêmes chemins. Pour cet animal quasiment sans prédateur, l'intérêt de la routine, c'est surtout le confort de l'habitude.
Mais pour toutes les proies potentielles, il y a un enjeu vital au choix de l'itinéraire. Tout déplacement implique inévitablement son lot d'aléas et d'embûches. Chez les espèces évoluées, on peut limiter les risques d'embuscade en empruntant des passages connus et plus ou moins sécurisés. Les obstacles du terrain, les ressources du milieu, l'emplacement des points d'eau finissent par imposer des trajets. Dans un environnement constant, les éléphants suivent les mêmes itinéraires de génération en génération. Ils sont inscrits dans la mémoire collective de l'espèce et aboutissent à la création de véritables pistes dans la savane. Le long de ces routes, à leurs jonctions, à leurs croisements, les animaux ont des points de repère, des signaux, laissés par eux-mêmes ou par les autres. On s'oriente grâce à une odeur ou à la présence récurrente d'une colonie d'oiseaux. Les griffes du guépard ont laissé sur le tronc une trace de son passage. Les animaux se succèdent sur ce morceau de terre et déposent, plus ou moins volontairement, des sécrétions cutanées, glandulaires, des excréments, quelques gouttes d'urine qui disent aux uns et aux autres avec qui ils partagent l'espace qu'ils traversent ou qu'ils habitent. Mais souvent, ces messages sont laissés délibérément. Et ils ont alors une autre vocation. Non plus de marquer des repères, mais des frontières. L'animal dit de cette façon « Je suis ici chez moi ». Et il procède au bornage de sa part de savane. Ce guépard marque les limites d'une zone définie qu'il considère désormais comme étant la sienne. Ce sera son territoire. Le territoire, c'est une partie de son domaine vital que l'animal s'approprie. Il y fera régner sa loi. Il n'y tolérera aucun intrus. Il faut comprendre, aucun intrus concurrent de son sexe et de son espèce.
La notion de territoire se retrouve chez beaucoup d'espèces. Elle est commune chez les mammifères, mais on la rencontre aussi fréquemment chez les oiseaux et même parfois chez les reptiles. Le caméléon, par exemple, est territorial à l'extrême. Il ne supporte personne à cet endroit, pas même de sexe opposé ou d'une autre espèce. Il veut jouir de façon exclusive d'un emplacement favorable. Ces deux scarabées rhinocéros se battent pour la même raison. Ils luttent pour prendre le contrôle d'une branche parce qu'elle regorge de nourriture et que c'est un emplacement stratégique pour y être vu des femelles. Voilà, dans une forme élémentaire, l'objet essentiel du territoire. Organiser l'accès à la nourriture et au statut de reproducteur. Le territoire peut être tenu par un individu, par un couple ou par tout un clan. Mais c'est toujours un moyen d'organiser la vie entre individus de même espèce. Le territoire de ce léopard mâle couvre une vingtaine de kilomètres carrés. Il englobe le domaine de 2 femelles avec lesquelles il partage ce terrain de chasse. Ils ne sont que 3 chasseurs sur la zone, ce qui convient compte tenu des proies disponibles. Le moment voulu, il pourra brièvement rejoindre une des 2 femelles et la couvrir. En attendant, pour garder ses privilèges, il va aux frontières de son domaine, rappeler qu'il en est le maître. La notion de territoire renvoie à des images d'affrontements, d'agressions, de conflits perpétuels. En vérité, elle favorise au contraire un type de société plutôt pacifique, basée sur une stratégie de dissuasion. Les combats sont rares, du fait même du principe de fonctionnement qui consiste à maintenir les rivaux en dehors de la zone réservée. Chez les buffles, au contraire, qui ne sont pas des animaux territoriaux, la contestation du pouvoir reste inscrite en permanence en filigrane au sein du groupe. À la saison des amours, les mâles célibataires se rapprochent du cœur du troupeau et se préparent à défier les taureaux dominants. Compte tenu de la fréquence de ces affrontements, pour en limiter les conséquences, les combats sont rarement livrés. Ils se déroulent le plus souvent sous une forme ritualisée, où l'on se limite à des postures d'intimidation et à des escarmouches. Quand personne ne veut céder, il y a une règle simple. On mesure la force brute. C'est la taille, la puissance des individus qui fait la différence et établit la hiérarchie.
Voilà la façon la plus simple d'organiser la vie d'un groupe. Les espèces territoriales procèdent différemment. Elles utilisent l'espace pour sélectionner les individus et répartir les rôles. Pour prendre le pouvoir, pour acquérir des droits, il faut prendre le contrôle de parcelles. Si les territoires sont aussi convoités, c'est qu'une fois gagnés, ils assurent à leurs conquérants une vie facilitée. La nourriture, un minimum de paix sociale et le moyen de pérenniser ses gènes. La territorialité est une méthode pour avoir une organisation qui apporte la meilleure réponse possible aux conditions de l'environnement. Elle permet notamment de gérer les ressources et d'éviter la surpopulation. Chaque espèce territoriale a défini pour elle-même un nombre d'individus et une structure sociale adaptée à un espace donné. Ces deux lions et leurs clans contrôlent un territoire d'une vingtaine de kilomètres carrés. Un espace assez réduit, mais suffisant, car ils vivent sur une zone où les proies sont nombreuses. Si au contraire le gibier est rare, le territoire du lion peut s'agrandir dans des proportions considérables. Jusqu'à atteindre 400 km², ce qui correspond à un cercle de plus de 20 km de diamètre. Les animaux territoriaux doivent s'adapter comme tous les autres aux conditions de l'environnement. Plutôt que de changer de système social ou de règles de fonctionnement, ils jouent avant tout sur l'étendue de la superficie qu'ils contrôlent. Comme il y a toujours, à surface égale, plus de végétaux disponibles que de proies accessibles, le territoire des carnivores est plus grand que celui des herbivores de taille comparable. Pour toutes les espèces, les dimensions du territoire sont limitées par une contrainte. Il faut informer en permanence ses concurrents que la place est occupée, qu'on a pris le contrôle des lieux.
Chacun a sa technique. L'outarde noire se dresse sur un monticule et pousse son cri. L'étendue du domaine auquel elle peut prétendre reste modeste. Il est en rapport avec la portée du son qu'elle peut émettre. Pour défendre leur territoire, la plupart des oiseaux combinent une double expression, acoustique et visuelle. Ces modes de communication ont une portée restreinte, mais s'avèrent suffisants car la zone à défendre se limite dans bien des cas aux abords immédiats du nid. Chez les oiseaux, la territorialité est le plus souvent passagère. Elle s'observe principalement à la période de reproduction. Mais à force de défendre une zone donnée, de se l'accaparer saison après saison, certains s'attachent à cet environnement. Et les couples se soudent. Davantage sans doute par intérêt pour cette propriété commune que pour la personnalité du partenaire. Ces oies d'Égypte défendent un territoire d'environ 1 hectare et manifestent bruyamment à la moindre intrusion sur leur zone. Les règles sont connues de tous. Aussi le mâle indésirable s'enfuit sans insister. Le couple s'envole aussitôt pour refaire un tour de son domaine. C'est un vol de dissuasion, où l'essentiel est d'être vu alentour. Résultat garanti, d'autant que l'aile des oies est dotée de couvertures supérieures blanches très visibles, qui les rendent immédiatement identifiables à leurs congénères. Pour ces petites antilopes qui font le tour de leur territoire, la technique qui consiste simplement à se montrer sur son domaine pour s'imposer aux autres ne convient pas. D'abord parce qu'elles ne vivent pas en milieu ouvert et qu'il y a toujours un buisson ou un groupe d'arbres pour les cacher. Ensuite, parce qu'il leur faudrait arpenter de façon incessante les quelques hectares de leur domaine et qu'elles doivent passer beaucoup de temps à manger. Elles sont aussi plutôt contraintes à la discrétion car elles ont beaucoup de prédateurs. Comme beaucoup de mammifères, les dik-dik ont privilégié le marquage olfactif. Le marquage olfactif a un intérêt évident. Il assure une sorte de présence dans la durée. Ces animaux sont dotés d'une glande spécialisée située à la base des yeux qui leur permet de déposer des sécrétions odorantes sur des feuilles et des brindilles au fur et à mesure de leur déplacement.
Les dik-dik renforcent cette signalisation discrète par un marquage complémentaire. Ils déposent leurs excréments bien en évidence aux lisières de la zone qu'ils contrôlent. Les deux membres du couple et leur progéniture se succèdent au même emplacement, au point qu'on puisse parler de véritables latrines. Elles donnent à leurs congénères un signal visuel et olfactif sans équivoque. Comme les substances odorantes finissent toujours par s'évaporer, il faut recommencer régulièrement ces balisages fastidieux. On a observé que les gazelles de Thomson avaient trouvé le moyen de s'épargner une partie de la peine. Chez cette espèce, les mâles territoriaux règnent sur un espace limité, une zone qui mesure souvent 100 ou 200 mètres de diamètre à peine. Ils s'efforcent d'y maintenir leurs femelles. Ils passent beaucoup de temps à rappeler à l'ordre celles qui sont tentées d'aller voir ailleurs. Très occupées à cette surveillance, les antilopes ont moins de temps pour s'occuper du marquage. Elles ont recours à une pratique que les scientifiques ont qualifiée fort justement de marquage économique. Elle consiste non plus à baliser systématiquement tout le territoire, mais à concentrer ces marques sur les frontières qui peuvent donner lieu à contestation. On voit ici que les piles de défécation se trouvent majoritairement là où s'observent les conflits de voisinage. Le territoire n'a d'intérêt que si on peut le délimiter et le défendre efficacement. Si ce n'est pas possible, mieux vaut renoncer à son principe même. Les hyènes sont des animaux territoriaux. Elles patrouillent en permanence la zone qu'elles se sont attribuée. Et y multiplient les marquages. Comme pour les autres grands carnivores, leur territoire s'étend d'ordinaire sur quelques dizaines de kilomètres carrés. Mais les hyènes vivent parfois dans des espaces arides, où le gibier est si rare qu'elles doivent arpenter des distances considérables. Faute alors de pouvoir contrôler une zone qui couvrirait 1000 ou 2000 km², elles renoncent au concept du territoire. La territorialité n'est pas vitale pour les espèces. C'est une option, un moyen parmi d'autres d'organiser la vie sociale. Elle n'a été retenue ni par le phacochère, ni par le zèbre de Burchell. On constate néanmoins que la société animale s'appuie souvent sur la gestion de l'espace pour affiner, d'une façon ou d'une autre, ses modes de fonctionnement. Il règne dans cette communauté une réelle harmonie. Elle est régie par un ordre social efficace, respecté par tous. Il repose notamment sur des dispositions qui régulent l'usage de l'espace.
l'emplacement de chacun des animaux ne relève pas du hasard. L'espacement entre une espèce et l'autre, entre un individu et son voisin, répondent à des règles précises. À l'intérieur d'un groupe, la distance qui sépare des animaux de même espèce est souvent codifiée. Comme chez ces élans ou chez les gazelles de Thomson, qui maintiennent systématiquement un écart avec leurs congénères. Elles ne sont jamais collées les unes aux autres. La distance entre les individus varie avec leur statut et leur activité. Les femelles au repos sont écartées le plus souvent de 1 à 3 mètres. Mais lorsqu'elles broutent, elles augmentent systématiquement cet espacement. Pour les mâles célibataires, la norme d'écartement passe à une dizaine de mètres. Le principe est de limiter le sentiment de concurrence et sa conséquence, l'agressivité. Dans la fuite, le groupe suit la même direction et reste relativement cohérent. Mais l'écartement entre les individus est constant ou s'accentue. Ces animaux qui maintiennent autour d'eux une sorte de bulle virtuelle, quoi qu'il arrive, sont qualifiés par les scientifiques d'animaux de distance, par opposition aux animaux de contact. Les buffles sont des animaux de contact. Dans ce troupeau lancé à une trentaine de km/h, les bovidés les plus vigoureux ralentissent volontairement l'allure. Ils se règlent sur la vitesse des animaux les plus faibles pour réduire au maximum l'espacement entre les individus. Ce comportement est justifié par une évidence. Plus le groupe est dispersé, plus il est facile aux prédateurs d'isoler un individu fragile. Chaque fois que la menace se précise, dans la fuite, les bovidés se rapprochent spontanément les uns des autres. Et ils s'immobilisent à nouveau dès qu'ils ont rétabli entre eux et la lionne une marge de sécurité. Les proies peuvent partager impunément le territoire des prédateurs, mais à une condition: gérer sans faillir la distance de fuite. Chaque espèce maintient entre elle et ses prédateurs potentiels un écart minimum, en deçà duquel elle ne se considère plus en sécurité. Pour apprécier cette distance, l'animal prend en compte une multitude de paramètres. Son âge, sa forme du moment, la nature de l'opposition, mais aussi le moment de la journée, les caractéristiques du terrain. La moindre erreur d'appréciation est lourde de conséquences. La vie finit sous les griffes du prédateur, comme elle avait commencé sous les pattes de la mère, par la distance minimum, au contact. L'impala aura passé sa vie à gérer des distances, à mailler la savane de ses fils virtuels qui tracent des frontières, définissent le statut hiérarchique, conditionnent l'espérance de vie. Tous ces cloisonnements si précis, si patiemment érigés, s'estompent d'un coup. Et la savane redevient un espace infini.